Chers collègues, Frédéric Boin est maître de conférence HDR en droit public à l'université de Perpignan Via Domitia. Il va faire une présentation sur le principe de non-régression. C'est un plaisir de se y rencontrer et de y échanger, puisqu'on peut dire qu'à l'heure des réseaux, du Covid, etc., je crois qu'on se connaît très régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc, bienvenue, chers collègues, dans le cadre de ce webinaire dédié aux 40 ans du CIDCE. Je vous cède la parole avec grand plaisir. Je réitère mes remerciements brefs mais sincères pour cette invitation à l'initiative et de vous-même, Madame Gaillard, et de Michel Prieur. Et c'est toujours un plaisir, effectivement, de pouvoir échanger à distance de temps en temps, et j'espère un jour de manière plus physiquement proche, en tout cas. Mais c'est déjà une première étape, et effectivement, pouvoir contribuer ainsi à cet anniversaire du Centre international de droit comparé de l'environnement est un bel événement, et je vous remercie Michel Prieur pour cette opportunité de contribution. Alors, je me suis rendu compte en installant la caméra là où j'étais que ça faisait une espèce de lumière un peu d'outre-tombe. Je m'excuse, je n'ai pas plus d'éclairage là où je suis. J'ai démonté une lampe pour arriver à faire quelque chose, mais c'est un petit peu lugubre. Bon, c'est comme ça. On va faire avec, ça n'est pas très, très grave. Alors, à votre initiative, pardon, et de manière d'ailleurs très plaisante, je vais essayer de vous proposer quelques propos sur le principe de non-régression, alors qui est un thème que j'aime bien, d'abord parce qu'il est un des plus récents principes de droit de l'environnement, et puis que c'est un thème que je développe depuis quelques années dans le cadre d'un cours de droit du développement durable. Alors, je n'ai pas pris la peine de vérifier si on avait été un des précurseurs au sein du master de Perpignan en créant ce cours-là, mais il existe depuis presque une dizaine d'années, et je pense qu'effectivement, on n'était peut-être pas les premiers, mais en tout cas parmi les premiers. Et puis par ailleurs, ce thème est particulièrement d'actualité car il y a quelques jours, un peu moins d'une dizaine de jours, avait lieu un colloque au Conseil d'État sur le droit de l'urbanisme, dont j'ai oublié l'intitulé exact. Et le professeur Périnet-Marquet, dans son intervention, concluait celle-ci sur le droit de l'urbanisme en regrettant qu'il n'y ait pas en droit de l'urbanisme un droit équivalent au principe de non-régression, car il était assez dubitatif et il était assez sévère sur l'évolution du droit de l'urbanisme, et notamment sur le fait que ce droit de l'urbanisme subissait bien des attaques entre les limitations à l'intérêt à agir, entre une espèce de systématisation de régularisation a posteriori de situations plus ou moins pertinentes, et il évoquait le fait que ce principe de non-régression, alors il n'était pas dans l'idée de la transversalité, il disait il nous manque, alors je déforme un peu ses propos, mais c'était l'idée, il nous manque l'équivalent d'un principe de non-régression en droit de l'urbanisme qui, de fait et texte après texte, subit bien des attaques sous des prétextes d'ailleurs parfois environnementaux, comme on le voit actuellement dans le projet de loi sur les énergies renouvelables, qui n'hésite pas, sous ce prétexte-là, à remettre en cause quelques fondamentaux de la loi littorale, mais j'en dirai quelques mots en conclusion. Alors, je me suis rendu compte aussi en écoutant mes éminents collègues Agnès Michelot et le professeur José Joustet que la lecture de ces principes était très marquée par le droit international. Je ne suis pas internationaliste, je m'en excuse, nul n'est parfait, et donc j'ai essayé en quelques temps là, de repositionner cela, mais j'avais préparé une intervention qui était plus de droit interne que de droit international de l'environnement. Pas de problème, pas de souci. Merci pour votre bienveillance. Alors, il est certain que ce principe le principe de non-régression que l'on retrouve pour le droit français marqué par la loi biodiversité, la loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016. Et donc, un principe nouveau, il a quelques années, quelques petites années, 7 ans, et il est évidemment très fortement marqué par
son origine internationale qui a été parfaitement décrite à plusieurs reprises dans de nombreux textes de Michel Prieur, entre autres, mais pas seulement de Michel Prieur. Évidemment, ce principe de non-régression, il est marqué par une logique, à mon sens, particulière, qui est celle de vouloir inscrire ou de vouloir reconnaître le droit de l'environnement comme étant un droit de l'homme. C'est une évidence que de l'affirmer ainsi, mais aussi dans l'idée de l'évolution de ce droit de l'environnement par les organisations, ou en tout cas plus que l'évolution, sa reconnaissance par les organisations internationales lors des grandes manifestations de droit international aussi. Et on pense à la succession des sommets de la Terre, et puis par l'antériorité d'initiatives d'États divers et variés, européens ou non européens, dans la reconnaissance institutionnelle à un niveau dépendant de l'organisation administrative de ces États, à un niveau qui leur est particulier, de ce principe de non-régression, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, progressivité, non-régression, ce que le droit français va à lui-même aussi caractériser avec la manière dont il l'a rédigé dans l'article L 110-1, neuvièmement du Code de l'environnement, avec l'addition et du principe de non-régression et de l'amélioration constante du droit, une espèce de combinaison de redondance qui est plutôt positive, affirmant ainsi que ce principe de non-régression n'est pas qu'un principe d'interdiction, comme il a voulu être parfois présenté, mais un principe de progrès, une volonté de faire progresser ce droit de l'environnement. Ce droit de l'environnement qui est bien souvent attaqué, fait l'objet d'une volonté de dérégulation sous des prétextes divers et variés, trop de droits, la volonté d'une nouvelle majorité de remettre en cause ce qui avait été fait précédemment, l'affirmation aussi de simplifier le droit. Hein. On a une succession de lois de simplification. Alors, on a l'impression qu'on complexifie, puis tout à coup, on se dit, oh là là, c'est bien que de droit, et hop, on vise à vouloir remettre cela en cause. Alors, ce sont là évidemment des raisons politiques, elles sont liées à des situations de temps. Elles sont parfois accompagnées aussi par des raisons juridiques, d'adaptation des textes par rapport à des évolutions de situation, de volonté d'abrogation de lois antérieures, ou l'idée que le droit de l'environnement puisse à certains moments être remis en cause parce qu'il ne serait pas assez mal appliqué, répondant ainsi à une combinaison et de facteurs juridiques, et de facteurs économiques, et de facteurs politiques à certains moments. Alors, heureusement, ces situations-là évoluent. Le droit de l'environnement a été, le droit de la non-régression, pardon, le principe de la non-régression a été reconnu à plusieurs reprises comme un devoir. Et c'est ce que l'on pourrait, c'est un peu l'origine que l'on pourrait nous retrouver pour la partie française en le rattachant à l'article 2 de la Charte de l'environnement, adoptée en 2004 et 2005 par la France. Cet article de la Charte qui pose le principe d'un devoir. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Alors, on peut regretter, il y a des symboles, et celui-ci est un petit peu dommage, on peut regretter que l'article 2 relatif au devoir intervienne après l'article 1 relatif au droit. On fonctionne très souvent comme ça, on revendique beaucoup de droits, parfois de manière un peu excessive, le droit au bonheur, le droit au travail, le droit à l'environnement, le droit à la vie privée, le droit au logement, etc., etc. Alors, certains sont évidemment tout à fait pertinents, mais on se pose dans l'idée de revendiquer des droits avant que de s'interroger sur les devoirs
auxquels on peut être confronté et le symbole m'aurait paru intéressant à mettre le devoir de protection et de contribution positive, le devoir de prendre part à, avant que de revendiquer ensuite le droit correspondant. Bref, la reconnaissance de ce principe de non-régression, alors comme il est marqué, à mon sens, par une dimension aussi éthique, une dimension particulière de progrès pour un meilleur environnement au profit des générations futures, ce principe de non-régression qu'on peut imaginer comme relevant du droit du développement durable, si on veut accepter de le consacrer, qui serait plus large qu'un droit de l'environnement, mais il ne faudrait pas que cela vienne le desservir. Ce principe de non-régression est en fait s'inscrit dans une succession de grands principes qui nous ont été, pour certains, présentés précédemment, et situations particulières viennent parfois procéder à une remise en cause. Alors, les débats doctrinaux ont été conséquents. Le professeur Michel Prieur, évidemment, y a fortement contribué. Il a expliqué cette situation-là, l'origine doctrinale de l'arrivée en France du principe de non-régression. Et je ne vais donc pas reprendre ce point-là jusqu'à ce que l'on aboutisse à son adoption dans la loi du 8 août 2016 et son intégration à ce titre-là dans le Code de l'environnement tel que je l'ai cité précédemment. Alors, le contenu est intéressant car, pour le relire au moins in extenso une fois, c'est court, l'article L110-1 énonce ceci. Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Alors, cette formulation, celle qui a été retenue à l'occasion des débats parlementaires, et ils ont été nombreux, et il semble qu'il n'ait pas été si simple que cela, revendique le fait que… Excusez-moi, chers collègues, pour mon intervention, et c'est qu'en fait, les interprètes ont des casques. Oui. A priori, vous glissez sur votre microphone. Oui, peut-être, c'est tout à fait possible. J'ai mis les codes sur l'ordinateur. Voilà. Merci et toutes mes excuses. En fait, ça leur fait de mal aux oreilles. Je suis désolée. Hein. Non, c'est moi. J'entends beaucoup le micro. J'aurais dû l'anticiper. Voilà. Pardon. Très bien, je vais essayer de faire mieux et n'hésitez pas à m'interrompre à nouveau si besoin. Bon. Et comme je ne sais pas où est le micro sur l'ordinateur, je vous fais confiance pour réintervenir si besoin. Et donc, je disais que cette formulation un peu particulière du principe de non-régression a abouti à son addition à cette amélioration constante, revendiquant ainsi une volonté de progrès dans la mise en œuvre du principe de non-régression, d'une situation où le droit et le droit de l'environnement se voudraient être plus favorables, systématiquement plus favorables, revendiqués comme plus favorables, au-delà même de l'ambition de sécurité juridique qui éviterait une remise en cause, ce qui est posé, mais d'aller aussi dans un mouvement positif, affirmant ainsi le besoin constant d'un accroissement qualitatif et quantitatif de ce droit de l'environnement. Cette situation a été reconnue dès la première décision de la haute juridiction administrative en 2017, le 8 décembre 2017, dans une décision Fédération Aliénature où le Conseil d'État reconnaît effectivement ce besoin d'amélioration constante de la protection de l'environnement précisé par le principe et applicable à la situation présente ici. Alors, la situation n'est pas parfaite, évidemment. Le Conseil d'État va prendre plusieurs décisions d'analyse, d'interprétation du principe de non-régression. Cette idée d'interprétation étant posée pratiquement dès le départ. La manière dont l'article est rédigé laisse place à une appréciation non figée, non définitive de la règle,
mais une lecture souple permettant, dans certaines circonstances, une adaptation de la règle, éventuellement une remise en cause de certains textes environnementaux, dès lors qu'il le soit justifié. Et c'est évidemment sur la question de la justification des arguments qui seront ici mis en œuvre que l'on sera amené à s'interroger. Alors, ce principe de non-régression a été appliqué un nombre de fois assez conséquent pour qu'on puisse en faire une analyse quelques années après, sans que cette analyse ne soit évidemment définitive. Ce qui est certain, c'est qu'il y a là une volonté dans le texte même, une volonté de progrès juridique qui est posée par le principe de non-régression. Et les décisions successives des juridictions, alors de la juridiction administrative, du Conseil constitutionnel intervenant sur un certain nombre de textes, et on va voir que son interprétation est elle aussi sujet à discussion et à commentaires. Ce principe de non-régression s'oriente, à mon sens, vers une lecture qui doit être déjà renouvelée pour imaginer une adaptation à d'autres textes. Et en cela, la remarque qui était faite par le professeur Périnet-Marquet le manifestait déjà. Pourquoi ne pas envisager, en effet, que ce principe de non-régression puisse être, en application du principe d'intégration du droit de l'environnement dans d'autres politiques publiques, reconnu à d'autres dispositifs législatifs ou réglementaires? Alors, la question qui se pose ici est celle de la force du droit de l'environnement et de la participation du principe de non-régression à une définition de protection de l'environnement qui n'accepte pas une lecture régressive, mais qui contribue systématiquement à une ambition, ce que les textes ne permettent pas toujours. Il y a là une logique d'opportunité, il y a probablement un effet d'adaptation qui est reconnu, il y aura aussi une question d'adaptabilité au territoire, ce qui renvoie à une échelle d'application, la territorialisation du droit, et notamment la territorialisation du droit de l'environnement, segmentée ainsi comme ça sur des logiques particulières, pourra conduire à renforcer ou non cette lecture du principe de non-régression à certains dispositifs. Quand on réfléchit à ce dispositif, on s'aperçoit en effet que le principe de non-régression, lu par les juridictions administratives, peut être résumé de la manière suivante. Et en faisant ici une espèce de synthèse des différentes décisions qui ont été adoptées précédemment. Premièrement, le principe de non-régression a été reconnu comme pouvant s'appliquer autant à des règles de procédure qu'à des règles de fond, dans la limite cependant de son absence de caractère constitutionnel. En effet, si un certain nombre d'initiatives peuvent être notées dans la volonté de constitutionnalisation du principe de non-régression pour lui permettre de lever l'obstacle de l'indépendance des législations qui pouvaient être manifestées, force est de constater que les dernières initiatives, 2018, 2019, 2020, qui ont été évoquées, certes, dans l'ancienne mandature du président Emmanuel Macron, il n'y a plus de projet à ma connaissance plutôt, dans l'actuelle législature.
n'ont jamais réussi à passer des initiatives de parlementaires, des initiatives politiques, des initiatives parfois de la doctrine, et le pouvoir politique a ainsi refusé de retenir ou était en situation de ne pas pouvoir consacrer, je vais y arriver, la constitutionnalisation du principe de non-régression ou plus globalement une modification de cadre constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 décembre 2020 sur la loi alors portant un nom particulièrement long, que je vais résumer par son surnom qui était la loi néonicotinoïde, rien que comme ça c'est déjà compliqué à annoncer, mais qui concernait l'hypothèse, enfin non, pas l'hypothèse, la possibilité ou non de réintroduire de manière transitoire l'utilisation de ces substances néonicotinoïdes sur la culture des betteraves sucrières. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était tout à fait possible de modifier pour le législateur un certain nombre de textes sans pour autant accepter que systématiquement on reconnaisse la régression du droit de l'environnement dès lors qu'on a la possibilité de comparer l'atteinte à d'autres enjeux politiques ou d'autres enjeux juridiques, évoquant ainsi la nécessité simplement, alors simplement est un terme réducteur, la nécessité de justifier cette évolution des textes environnementaux que l'on admet par des motifs d'intérêt général. Et la question qui se posera à ce moment-là sera celle d'une interprétation, d'une analyse de ces intérêts, de ces motifs d'intérêt général qui pourront être mis en avant, le Conseil constitutionnel évoquant la justification par des motifs d'intérêt général ou proportionnés à l'objectif poursuivi, et donc il faut se remettre dans le contexte de la décision ici. Donc, on accepte l'idée qu'on puisse faire évoluer la législation, y compris en diminuant la portée, donc en imaginant une régression de la législation environnementale. Le principe est admis, on peut, à condition de. On est donc en train, à mon sens, de glisser progressivement par une espèce d'analyse de bilan de cette application du principe de non-régression, un principe de non-régression qui n'est pas systématique, où on n'aura pas d'automatisme, et de toute manière c'était conceptuel de ce principe de non-régression. Je l'ai dit en l'évoquant au départ, l'idée c'est d'en envisager une application souple, adapté, ça ne peut pas être automatique. Il faut imaginer que des textes nouveaux puissent conduire à constater un recul de la loi environnementale, dès lors que, à un moment donné, ce recul, cette régression est justifiée soit par des circonstances particulières que le pouvoir politique pourra mettre en œuvre, soit par des circonstances juridiques en évoquant des motifs d'intérêt généraux dont on peut se demander évidemment lesquels seront retenus et sous quelle forme. Alors, pour conclure, le principe de non-régression est un principe jeune. Il a toutes ses preuves encore à faire. Il faut simplement constater que la tendance n'est pas favorable aujourd'hui au droit de l'environnement, à mon sens, là encore, que le principe de non-régression permet de laisser espérer
toujours une forme de progressivité, à l'exemple du droit international, mais qui, dans la réalité, aujourd'hui, n'est pas toujours constatée. Et pour boucler la boucle, si vous me le permettez, et en revenant sur le projet actuel, alors, évidemment, pertinent de développement et d'encouragement et de facilitation d'implantation des énergies renouvelables, on peut se demander néanmoins si l'atteinte du droit de l'environnement n'est pas provoquée par des motifs réels ou pernicieux d'encouragement à des projets environnementaux. Et il est quand même difficile d'imaginer et d'accepter que la manière dont la loi littorale, et notamment la capacité à implanter des outils, des projets favorables ou dédiés aux énergies renouvelables dans des sites jusque-là protégés, et donc depuis une quarantaine d'années, au titre de la loi littorale, la bande de 100 mètres, les espaces remarquables, puissent être ainsi autorisés au prétexte que la zone est fragile, mais comme il s'agit d'y implanter un projet favorable aux énergies renouvelables, on peut accepter la limitation, la dégradation du site en question. Ce qui permet, et c'est juste une ouverture que je fais ici, je conclus, de rapprocher peut-être ce principe de non-régression, tel qu'on l'a dans le Code de l'environnement, à un autre principe, et je ne sais pas si c'est le moyen d'imaginer quelque chose dans une autre législation, mais notamment à un autre principe qui est celui que l'on peut retrouver, pas que, mais aussi dans le droit de l'urbanisme, qui est le principe de la réversibilité. Alors, ce n'est pas la même chose, hein, mais pourquoi ne pas poser la question de ces principes-là qu'on pourrait reconnaître comme étant des principes de droit du développement durable? L'idée qu'on ne porte pas atteinte à une législation environnementale antérieure et qu'on soit dans un progrès constant. Et cette idée de progrès constant, d'amélioration permanente, ça peut être aussi l'idée que les opérations qui sont ainsi réalisées sont des opérations dont on accepte de pouvoir remettre en cause par ce principe de réversibilité. N'autorisons que ce qui est réversible, c'est-à-dire que l'on pourra démonter sans préjudice de la restauration de l'état initial de l'environnement, ce qui est une manière de combiner les deux en disant, certes, n'appliquons pas un principe de non-régression strict, parce qu'on doit accepter certaines adaptations, certaines évolutions, mais que ce que l'on propose à ce moment-là, dès lors qu'on accepte une évolution du droit de l'environnement qui peut conduire à une régression, ne puissent être que des projets dont on revendiquerait un autre principe qui serait celui de la réversibilité. N'autorisons les atteintes à la loi environnementale et donc en acceptant l'idée d'une régression que si ce qui est autorisé est réversible, permettant de revenir à un état antérieur de l'environnement ou en tout cas dans un arbitrage qui pourrait être plus favorable. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots. Désolé de ne pas avoir été plus environnement internationaliste que cela, mais je reste à votre disposition si besoin. Merci en tout cas.